Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marie Zafimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur une affaire qui continue de rythmer l'actualité judiciaire. L'affaire Jubilard. En juin 2021, Cédric Jubilard est mis en examen pour le meurtre de sa femme, Delphine. L'infirmière de 33 ans est portée disparue depuis 6 mois. L'homme nie les faits. Il affirme que Delphine est sortie dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 sans jamais revenir. Son corps n'a jamais été retrouvé. À l'époque, les enquêteurs, eux, sont certains que Cédric Jubilard a commis un féminicide avec un mobile tristement ordinaire. Delphine planifiait de divorcer, de le quitter et de rejoindre son amant. Delphine disparue et Cédric en prison, leurs 2 enfants se retrouvent seuls. Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois, sont placés chez leur tante, la sœur de Delphine. Une administratrice est nommée pour veiller à ce que leurs intérêts soient préservés. 4 ans plus tard, ils ont grandi. Et leur père est condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Tarn. Nous sommes à l'automne 2025 et Cédric Jubilard fait aussitôt appel. Il est donc toujours présumé innocent. Ce qui n'a pas empêché la justice de lui retirer ses droits parentaux sur ses 2 enfants. Louis et Elia sont aujourd'hui âgés de 11 et 6 ans. La voix du crime de cet épisode, c'est leur avocate. Elle s'appelle Maître Malika Chmani. Pendant la durée de l'enquête et tout au long du procès, elle a assisté les 2 enfants avec son confrère Maître Boguet. Dans son cabinet à Toulouse, elle nous raconte son affaire Jubilard, qui est aussi celle de Louis et Elia. Bonjour Maître Chmani. Bonjour. En juin 2021, Cédric Jubilard est mis en examen pour le meurtre de sa femme Delphine. Le couple a 2 enfants, Louis et Elia, qui se retrouvent sans parents. Ils sont placés sous la tutelle d'une administratrice et c'est elle qui va vous contacter. Qu'est-ce que vous savez de cette affaire ? Ce que je sais, c'est ce qu'on en entend dans les médias, en fait, c'est que Cédric Jubilard a été mis en détention au bout de 6 mois, que les enfants, ils étaient avec lui, et qui dit qu'il n'a rien fait. Voilà, à ce stade-là, j'ai pas accès au dossier, donc c'est les informations que j'ai. Donc lui, Cédric Jubilard, vous l'avez dit, il conteste les faits pour lesquels il est mis en examen. Ses enfants s'appellent Louis et Elia. Elia est encore bébé à l'époque. Elle a à peine 2 ans. Louis est lui âgé de 6 ans. C'est lui que vous allez rencontrer d'abord. Comment se passe votre première rencontre avec Louis ? On l'a reçu chez Maître Boguet et du coup il l'observe, il a regardé, il a touché les soldats de plomb qu'il y a dans le bureau de mon confrère. Il nous a observé, il nous a écoutés, on a fait connaissance et on a avancé en fonction de ce qu'il souhaitait nous poser comme question, nous dire. Il était attentif, à la fois attentif et à la fois méfiant. Il savait pourquoi on était là. À ce moment-là, en fait, qu'il nous dit de sa connaissance de ce qui se passe autour, c'est qu'en fait, il a dormi et que maman, elle s'est promenée dans la forêt et qu'elle s'est perdue. Et ce qu'il en sait de son père, c'est que papa, il est en détention parce qu'on essaye de trouver la vérité, de chercher la vérité, en fait, pour avoir des informations. Voilà ce qu'il sait à ce moment-là. Et à la fin de ce premier rendez-vous, quelle impression vous avez ? Qu'est-ce que vous vous dites avec votre confrère ? Vous êtes confiant ? Nous, notre rôle, c'est pas d'être confiant, en fait. On n'est pas là pour accabler un papa, en fait. À ce moment-là, ce qu'on se dit, c'est que il a l'air pas trop mal avec son oncle et sa tante, mais que c'est difficile parce qu'il est méfiant et qu'il veut pas raconter. On voit bien qu'il cache des choses à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est verrouillé. Je crois que c'est le terme, c'est-à-dire qu'il a vécu 6 mois avec son père et qu'on lui a sûrement dit de pas raconter. En tout cas, il est comme ça à ce moment-là, Louis. Et vous parliez de son oncle et sa tante parce que en fait, Louis et Elia vivent avec la sœur de Delphine. Les enfants étaient confiés rapidement par la juge des enfants à la sœur de Delphine, et qui est mariée donc à son oncle également, à l'oncle des enfants. Et les enfants ont pu grandir dans un milieu protecteur, en tout cas
préserver, j'ai envie de dire, le mieux possible de l'extérieur. Et je crois que ça a été leur chance à ces enfants de rester en famille dans ce milieu sécure en fait, où on ne parle pas mal du papa. Je crois que c'était important. Les enfants, ils ont un papa, une maman, et la maman, elle est plus là. Le papa, il existe, et cet oncle et cette tante, ils ont jamais dit du mal de Cédric Jubilard. En tout cas, c'était pas leur posture. Ça a été observé par des personnes extérieures. Ils n'étaient pas dans cette démarche-là. Ce qu'ils voulaient, c'est que les enfants aient le mieux possible. Donc vous allez commencer par voir Louis, et puis vous allez voir Elia plus tard. Elle, qu'est-ce qu'elle vous dit une fois qu'elle est capable de parler ? Elia, elle comprend que sa maman, elle a disparu. À ce moment-là, elle comprend pas. Je crois qu'elle espère que sa maman, elle va revenir. Elle comprend que son papa, il est en détention. C'est assez obscur pour elle. Elle ne se questionne pas trop, en fait. Assez rapidement, elle a investi sa nouvelle famille, j'ai envie de dire son oncle et sa tante, parce qu'elle avait pas de souvenirs. C'était un bébé, en fait. Et donc, la figure maternelle, ça va être rapidement sa tante, en fait. Donc, j'ai envie de dire qu'elle a été préservée, elle n'a pas vécu les mêmes choses que son frère, elle évolue dans les meilleures conditions que son frère. Et elle a quel âge la première fois que vous la voyez ? Elle devait avoir 3 ans, je pense. Et ensuite, à quelle fréquence vous allez rencontrer Elia et Louis ? En moyenne, 2 fois par an, je les rencontre dans mon bureau, dans le bureau de mon confrère. Et après, je les assiste chaque fois qu'il y a une audience. C'est-à-dire que Louis, je l'ai accompagné devant le juge d'instruction avec Maître Boguet. Et j'ai accompagné Louis et Elia devant le juge des enfants. Donc, il y a une échéance tous les ans. Donc, je les recevais en moyenne 2 fois par an. Et en plus, j'avais les audiences. Parce qu'il n'y a pas que l'affaire pénale dans laquelle leur père est impliqué, il y a aussi tout ce qui est garde des enfants, en fait. Oui, tout à fait. En fait, comme on est dans ce qu'on appelle une situation de danger, le juge des enfants, il est compétent. On a un père qui est incarcéré, donc il peut pas s'occuper des enfants. Et on a une mère qui, à ce moment-là, est disparue, puis décédée. Et dans ce cas, il faut un cadre juridique. Et ce cadre juridique, il est fourni par le juge des enfants. Et parce que c'est une situation compliquée, on a mis des éducateurs autour pour que les enfants ils grandissent le mieux possible, qu'ils aient un espace de parole qui est neutre, en fait. Des éducateurs qui sont là pour voir ce que souhaitent les enfants, les voir avancer, les voir évoluer et répondre à des questions. Et ça, c'est l'aspect civil. Nous, l'intérêt, c'est qu'on connaissait le pénal et du coup, on a pu accompagner au mieux devant le juge des enfants en fonction des informations qu'on avait au niveau pénal. Et comment on travaille justement comme ça avec des enfants ? Comment on travaille à les mettre en confiance, à les faire parler, à leur faire comprendre le système judiciaire ? Moi, je crois que c'est du temps. C'est comme tout à chacun, pour qu'un enfant vous fasse confiance, il faut se mettre à son écoute, se mettre à son niveau, le rencontrer régulièrement, répondre à ses questions, lui expliquer qu'il n'y a pas de questions stupides, on a le droit, même s'il y a des gens qui peuvent dire que papa ou maman a fait quelque chose, on a le droit aussi de vouloir voir l'autre parent. En fait, c'est un espace de parole qui est ouvert, qui est pas jugeant, et on essaie d'accompagner le mieux possible. Et en fait, je crois que c'est au fil du temps qu'on crée un lien, et ça fait des enfants qu'on voit grandir. Louis et Elia, je les ai vus grandir, et évoluer dans leur questionnement, leur positionnement, leur volonté, leurs envies, leur colère. Et justement, comment ils ont évolué par rapport à toute cette affaire ? Je crois qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments qui sont plus compliqués, j'ai envie de dire par rapport à Louis, parce que Louis n'a pas été épargné, parce que Louis, il avait 6 ans au moment de la disparition de sa maman, qu'il avait un lien très fort, qu'il se rappelle de sa maman, et que son père aussi, il avait des choses qu'il voulait pas dire, il a mis du temps à pouvoir se livrer sur les faits de violence, donc du coup, il était introverti, donc à un moment donné, il a voulu le voir aussi, son père, il a voulu le voir en prison, ça s'est pas fait, et après, il a plus voulu le voir, c'est ça, une évolution. La petite, c'est pas pareil parce qu'elle n'a pas le même vécu, donc elle a évolué de manière constante, peut-être en se positionnant à un moment donné, en disant oui, moi j'ai envie de le voir aussi, mon papa. Puis c'est une enfant de 6 ans, les derniers temps lorsqu'on la reçoit, donc c'est de dire papa, il va me voir, il va pas me reconnaître parce que j'ai grandi en fait. Papa, je l'aime et papa, il me manque. Louis va commencer par se confier sur le soir des faits. Il va raconter la dispute qui a éclaté entre ses 2 parents, des propos qu'il va réitérer devant le magistrat. On est à la fin de l'année 2021, un an après la disparition de Delphine. Qu'est-ce qu'il raconte sur le soir des faits ?
Lorsqu'on le reçoit pour le préparer devant le juge d'instruction, on lui dit juste, je pense que c'est important de le préciser, tu vas voir des juges qui vont te questionner par rapport à ce qui s'est passé, tu dis ce dont tu te rappelles, ce dont tu as envie de parler, et surtout, tu n'inventes pas, si tu te rappelles pas, tu ne dis pas, tu dis comme tu le sens en fait. Et on n'aborde pas sur ce qu'il doit dire ou pas en fait, ça lui appartient, et je crois que les enfants, on les interroge assez. Je crois que nous, les avocats, on n'est pas là pour encore les interroger. Après, il voit 2 magistrats d'instruction qui vont prendre le temps qu'il faut, avec qui il va être en confiance et qui, à un moment donné, va dessiner, à un moment donné, il va pouvoir manger un petit peu. Donc, il y a des moments de pause. Il y a la maison qui est dessinée, en fait, et lui, à un moment donné, parce qu'on le questionne, il va dire que il s'est levé, qu'avant, il y avait une dispute entre le sapin et le canapé, qu'il n'a pas vu de violence, que sa maman a pu dire « arrête-toi », que lui, Cédric Jubilard a dit alors on va se séparer, et que lui, il arrive, il se cache, il est censé dormir, il se lève, il voit ce qui se passe à l'interstice de la porte, et donc cette dispute, et puis il fait du bruit, il retourne à son lit et il fait semblant de dormir, et son père, il vient, il voit que son fils est couché et il ferme la porte. Et vous, comment vous réagissez quand il fait ces révélations, Louis ? Comment vous vous sentez ? Moi, je me suis dit, c'est fort, parce qu'on voit bien que c'est dans un climat de confiance, qu'il n'y a pas eu d'induction. Il le fait spontanément. Et je suis contente que ça sorte, parce que je me dis, au moins, il ne le garde pas pour lui. Parce que c'est toujours compliqué, en fait. Quand on a le sentiment qu'un enfant ne dit pas tout, on se dit qu'il va mal grandir parce qu'il ne le sort pas. Et là, j'ai le sentiment que ça va peut-être l'aider à se libérer. Parce qu'à ce moment-là, quand même, Louis, il ne veut pas parler des violences, hein. On est encore au stade où il essaie de protéger son papa, et c'est parce qu'on le confronte à des auditions qu'il va dire « Ah oui, c'est vrai », mais sinon il va pas dire « Papa, il m'a fait ci, papa, il m'a fait ça ». Est-ce qu'il se confie à vous et ensuite au magistrat ? Comment ça se passe ? Alors, il se confie à moi, à un moment donné. Il va parler des violences. C'est là où il commence à parler, parce qu'il y a un travail avec un psychologue parallèlement, il faut le dire. Il y a des éducateurs aussi qui sont là. Et là, il va parler, c'est quelque chose qui l'a marqué. C'est vraiment les punitions genoux à terre sur des Legos avec les mains derrière la tête. Ça, c'est un événement qui est très fort pour lui et qui l'a traumatisé. Il disait que ça durait longtemps. Alors, c'est un enfant, il n'est pas capable de le quantifier, mais il trouvait que ça a duré trop longtemps. Et il comprenait pas, et après il va parler de tape contre la tête, où la tête va plaquer contre la table, et qu'il a une dent qui s'est arrachée. Il a pu dire des choses comme ça. Il va parler de gifles, il va parler de tirage par les oreilles, de choses importantes. Et là on se dit, c'est dur ce qu'il a vécu, Louis. Et vous êtes surprise par ces confidences ? Je l'avais lu dans le dossier. Donc avant, il y avait des témoins qui ont dénoncé les faits de violence, mais j'étais surprise par la gravité, effectivement, et j'étais soulagée qu'il puisse enfin l'exprimer. Dans cette affaire, Louis, il est à la fois témoin et partie civile. Vous, qu'est-ce que ça change à votre travail ? Est-ce que ça change la manière dont vous allez l'aborder ? Mais c'est compliqué, en fait, parce qu'on a mis trop de pression sur les épaules de Louis, en fait, parce qu'on a décidé que c'était le témoin numéro 1. En fait, c'est présenté beaucoup comme ça, et nous, on s'est employé pendant des mois et des années à ce que rien ne repose sur ses épaules, qu'il est responsable de rien, qu'il n'est pas responsable encore moins de la détention de son père. Et donc, on a essayé de mettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il a vu des choses, il les dit, mais l'incarcération de Cédric Jubilard ne repose pas sur la parole de Louis. Ensuite, c'est surtout quelqu'un qui a perdu, je crois, à ce moment-là, sa maman, qui doit se construire avec l'absence de sa maman. Et l'idée, c'est de l'accompagner le mieux possible, aussi pour qu'il grandisse et qu'il puisse dire qu'il ait un espace de parole pour qu'il puisse parler de sa maman. Elia, elle a aussi vécu des violences psychologiques cette fois. Comment vous l'apprenez ? C'est pas elle qui va le dire, parce c'était un bébé, qu'elle avait 18 mois. C'est la famille, c'est la tante, c'est des cousines, des personnes autour de l'entourage de Delphine et de Cédric qui vont dire qu'il a traité d'handicapé, en fait. Il a pu dire à de plusieurs reprises, devant plusieurs témoins, par exemple, à Delphine, prends ton handicapé, en parlant d'Elia. Et puis, un deuxième enfant qui est né, qui n'a pas investi, en fait. Elle était bébé, sûrement, elle marchait pas encore. Donc elle était trop encombrante, elle demandait sûrement trop de travail. Il a beaucoup investi, Louis, c'est la réalité. Il a fait des activités avec Louis, mais il n'était pas investi du tout. Il était méprisant.
Et lui, justement, quand il est confronté à ces récits, on en parlera plus longuement au procès, mais lui, il reconnaît ces violences? Alors moi, je vais être honnête avec vous. Je trouvais que pendant les 4 ans et demi d'instruction, qu'on avait très peu parlé des violences exercées sur Louis. Et moi, mon objectif, parce que c'était important pour lui, parce que chaque fois qu'il venait me voir, il me parlait des violences que son père avait exercées. Je voulais qu'on parle de cela. Et devant le juge des enfants, j'assistais aux audiences. Cédric Jubilard avait concédé certains comportements inadaptés, peut-être ponctuellement des gifles. Il avait expliqué qu'effectivement, pour lui, c'est comme ça qu'on éduquait un enfant, mais il n'avait jamais reconnu la totalité des faits. On lui avait déjà parlé des Legos parce que c'est quelque chose d'important pour lui. Son père, il le mettait genoux à terre sur des Legos pour que ça fasse mal, hein. Lui, il nous répondra, Cédric Jubilard, il dira la même chose pendant le procès, que c'est pas de sa faute s'il y avait déjà des Legos par terre. Alors moi, j'ai envie de dire, il y a une évolution entre le début et la fin du procès. Au début, il est arrivé en minimisant, en se disant ça va passer. J'ai dû faire des choses inadaptées, pas tout ce qu'on dit, mais j'en ai fait. Et puis après, au fur et à mesure, je crois qu'il a pu concéder d'autres choses, mais pas la totalité. Cédric Jubilard est renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre de Delphine. Vous représentez Louis et Elia avec votre confrère dont on a parlé, Maître Bouguet. Sachant tout cela, comment vous préparez le procès et quel est votre objectif avec ce procès? L'idée aussi, c'est de porter la parole des enfants. Ils vont pas assister au procès de leur papa parce qu'ils en ont pas fait la demande, parce que pour lui, on essaie de le préserver. La question se pose même pas. L'idée, c'est de savoir ce qu'ils veulent qu'on fasse passer comme message, de répondre à leurs questions. Et surtout, moi, c'est de les faire vivre au travers du procès. Vous dites que ni Louis ni Elia n'assistent au procès. Pourquoi vous avez pris cette décision? Alors, Elia, elle a 6 ans, une enfant de 6 ans, sauf si c'est quelque chose, j'ai envie de dire, elle est victime de faits graves sur elle-même et qu'elle a une demande là-dessus. Elle ne vient pas à un procès et c'est trop lourd, hein. Vous avez vu ce que c'est un procès aux assises, et ce procès aux assises, il était hors norme. Il y avait énormément de journalistes. Et Louis, pourquoi on lui a pas posé la question? Parce que il n'avait jamais exprimé le souhait de venir, il avait jamais dit qu'il voulait venir, et nous, on n'a pas voulu le faire venir pour le préserver parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, qu'on avait peur qu'il soit filmé à son insu, que sa photo apparaisse partout. Donc l'idée, c'est de le préserver. On se dit non, c'est pas bien pour lui. Justement, comment vous vivez l'omniprésence des médias pendant ce procès? Je trouve que c'est pas facile en tant qu'avocate dans l'intérêt des enfants, parce que je sais que la petite Elia, elle rentre au CP, que c'est un moment important et qu'à l'école, on va parler que de ça. Je sais que Louis, c'est 6e, que c'est la rentrée des classes depuis quelques jours, qu'en 6e, on a des 3e. Les 3e, ils ont accès au téléphone, ils ont beaucoup accès aux médias. Louis, il n'a pas de téléphone. Et j'ai peur parce que je sais qu'on va beaucoup parler de lui. Et Louis, c'est le grand absent du procès et j'avais peur qu'il le vive mal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un rendez-vous d'étape pendant ce procès-là. Donc, on essaie de préparer les enfants en leur disant « Tu vas attendre beaucoup de choses à l'extérieur. Ce qui est important, c'est que à la fin, il y a des juges qui vont décider qu'il y a 4 semaines parce qu'on va prendre le temps. Et maintenant, voilà, il faut se centrer juste sur ça. Moi, je leur dis, votre vie est continue. Vous vous concentrez sur l'école, sur le collège et le reste. Si vous avez des questions, on sera là. Il y a la famille, bien sûr, hein, l'oncle et la tante qui sont là au quotidien. Mais essayez de vous concentrer. Et c'est difficile ce qu'on leur demandait. Essayez de vous concentrer sur votre scolarité. Ce procès de Cédric Jubilard, il s'est ouvert en septembre 2025 devant la cour d'assises du Tarn. Louis est déçu parce que finalement, il aurait voulu assister au procès. Vous allez faire un rendez-vous d'étape, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. À quel moment il intervient ce rendez-vous et comment il se passe? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Madame Henri Verdun, l'administrateur ad hoc, a fait le point au bout de 10 jours, 15 jours avec Louis. Donc à mi-parcours, à peu près. Voilà, à mi-parcours, elle fait une visio avec Louis pour écouter s'il a des questions. Et elle lui dit, si tu le souhaites, on peut se voir dans le cadre de ce procès. Et il a dit, oui, j'aimerais vous voir. Alors très simplement, Madame Henri Verdun et moi-même, on prend la voiture et on va le chercher au collège. On organise bien sûr avec le principal d'établissement. On est pendant le procès à Albi, hein, donc on va le chercher sur un 12:00, on va manger ensemble et on va discuter. Et c'est dans le cadre de cet entretien qu'il va nous dire qu'il aimerait venir. Je crois que c'était difficile pour lui parce qu'on parlait beaucoup de lui.
notamment tous les jours dans le bus, qu'il était exposé à tout ça et qu'il voulait, je crois, jusqu'au bout, que son père il dise la vérité. Et je crois que dans son idée d'enfant, c'est que mon père, il va me voir et peut-être que ça va le faire craquer, qu'il va dire les choses. Et peut-être que ça va le sensibiliser. C'est le terme qu'il a utilisé. Et aussi, je crois que ce qui était important pour lui, c'est que son père, s'il dit la vérité, c'est une question qu'il nous a posée à ce moment-là. Je pense que c'était important, c'était fort. Si mon père, il dit la vérité, est-ce que ça s'arrête là ? Alors, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui s'arrête là. Ça veut dire il ressort et il peut me récupérer au vu des maltraitances que j'ai vécues. Et là, on l'a rassuré. Heureusement qu'on récupère pas des enfants comme cela lorsqu'ils ont été placés au-delà d'une décision de justice. On lui a dit, quelle que soit la décision, il y a un juge des enfants qui protège tes intérêts et non, tu vas pas rentrer comme ça vivre chez papa. Donc il avait peur aussi de l'issue de ce procès. Oui, il avait peur que son père le récupère. C'est à ce moment-là que vous lui proposez d'écrire une lettre ? Alors, il nous dit qu'il veut aller voir les juges pour leur expliquer les choses. On lui dit qu'on va y réfléchir. On en discute, nous les adultes, à un moment donné, on estime qu'on l'a pas préparé à cette audience, que c'est devenu, j'ai envie de dire, une hystérie médiatique, qu'on n'est pas rassuré, qu'on n'est pas sûr de préserver ses intérêts. Et du coup, après, Madame Riverdol le contacte en lui expliquant qu'on a fait le choix, cette fois-là, à ce qu'il soit pas entendu, mais que s'il le souhaite, il peut écrire une lettre au juge. Et c'est dans ce cadre-là, parce qu'il n'a pas pu venir au procès, qu'il a écrit cette lettre. Et c'est lui qui va l'écrire seul, cette lettre, et vous allez la lire devant la cour. Oui, c'est une lettre qu'il a écrite. Alors nous, on est au procès, on est sur Albi. Lui, il est chez lui. Il va l'écrire seul, il ne l'écrit pas dans mon bureau. Il fait un brouillon et après, il recopie cette lettre parce qu'il a besoin de mettre au clair ses idées. Il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que moi, je reçois cette lettre, elle est dans mon dossier. Je ne suis pas là à juger sur le contenu de ce qu'il a pu dire. Il était hors de question de censurer quoi que ce soit et donc c'est comme ça qu'on la livre et qu'on la donne d'abord à la présidente parce qu'il voulait que ce soit la présidente qui la lise et d'ailleurs il s'adresse à elle, Madame la présidente, et il raconte les violences qu'il a vécues. Je crois que c'est ça qui est important. Il raconte, voilà, il donne des exemples de la maltraitance qu'il a subie. Je crois que c'est ça qui occupe beaucoup l'esprit de Louis. Et quelle est l'ambiance dans la cour à ce moment-là quand il y a les mots de Louis qui résonnent à travers la présidente ? C'était fort. C'était fort parce que c'était important, parce que Louis, il est pas là, parce que Louis, avec ses mots, il parle de ce qu'il a vécu. Parce qu'il dit Cédric. Alors, je le dis, ça a été une surprise pour nous, Cédric. Jusqu'à présent, moi, une semaine avant qu'on a fait le rendez-vous d'étape, on est le 7 octobre, il avait dit papa. Et je crois que parce qu'il a été déçu de la posture de son père, il a basculé sur Cédric. Mais les choses, elles peuvent bouger. Mais à ce moment-là, moi, ça m'a surprise, ce Cédric, en fait. Donc, tout le monde a retenu ça. Donc, c'était fort, c'était important. C'est ces mots. Et justement, alors, Cédric Jubilard, il conteste toujours les faits, encore au procès. Comment il réagit à la lettre de Louis ? Il réagit pas. Enfin, il dit pas grand-chose. Il dit, c'est triste. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est à ce moment-là qu'il dit c'est triste, si je me trompe pas. Il exprime pas grand-chose. Je crois que Cédric Jubilard, on n'a même pas réussi à avoir de l'émotion lorsqu'on a parlé de ses enfants, de l'empathie, de la remise en question. Moi, j'ai rien ressenti et ça, c'est triste. Oui, pour Louis et Elia. Vous avez déjà vu Cédric Jubilard lors des audiences, on en parlait tout à l'heure, chez le juge des enfants pour la garde de Louis et Elia. Quelle impression il vous laisse en général, cet homme ? Il est taiseux, il dit pas grand-chose en fait. Il a du mal à s'exprimer, il a du mal à se remettre en question. Des fois, il était complètement passif. Des fois, il était à minimiser ce qu'a pu dire Louis. Par contre, il était, je tiens à le dire, il a toujours exprimé sa confiance auprès de l'oncle et de la tante. Ça, il a toujours dit, ça c'est quelque chose d'important pour les enfants. C'est-à-dire qu'il a jamais remis en question la prise en charge par l'oncle et la tante. Voilà, mais après, j'ai envie de dire, pas trop présent, pas trop participatif, 4 ans et demi, pas de rencontre qui a été possible, alors que Louis a pu demander à voir son père, très peu de lettres. J'ai envie de dire un père absent. La même chose qu'on a eu au procès, finalement.
un père qui était absent, Cédric Jubilard qui était absent de son procès. Pour vous, il était absent de son procès, même s'il était physiquement là? Oui, moi, j'ai pas eu quelqu'un qui a participé, qui a essayé de répondre à des questions. Dès qu'il a été mis en difficulté, il a botté en touche. Il n'a pas eu de réflexion. Il n'a pas montré d'empathie à l'égard de ses enfants. Il n'a pas exprimé grand-chose. Il a raté le rendez-vous. Ses enfants lui ont tendu la main à plusieurs reprises. Ils lui ont demandé de dire la vérité. On l'a exprimé. Il n'a pas réagi par rapport à ça. C'est triste pour eux. Les parties civiles sont les premières à plaider un procès d'assises. Et vous allez plaider avec votre confrère. Et vous reprenez notamment les mots d'Elia, qui dit qu'elle aimerait avoir une baguette magique pour revoir sa maman. Quel souvenir vous gardez de cette plaidoirie? Mais moi, je l'ai vécu, ma plaidoirie. On y laisse de l'émotion. Je l'ai préparée. J'ai surtout regardé tous les entretiens. Je retranscris tous mes entretiens avec Louis et Elia. Je prends tout le temps. Pour les mineurs, je prends des notes parce que je trouve que c'est important de garder leurs mots à eux. Et je voulais faire passer le message, montrer comment ils ont évolué. Et c'est un moment fort, ce moment où on est avant le procès. On est en juin. On est en juin 2025 et Elia, elle nous dit, j'ai une baguette magique et des fois, je dis abracadabra pour que maman revienne et que je me rappelle d'elle. Et ça, c'est fort et je pense que c'était important de le dire parce que c'est une enfant et qu'une enfant, elle a envie de grandir avec une maman, qu'elle a une maman de substitution aujourd'hui, mais qu'elle sait très bien qu'elle a perdu sa maman et que c'est terrible parce que cet enfant, elle a pas de souvenir de sa mère. Elle a des photos. Lui, il a des souvenirs qui s'estoppe avec le temps, mais il a des souvenirs. Elia, elle a zéro souvenir et ça, c'est dur pour une construction d'un enfant. Donc, c'était important que je fasse passer le message. Cédric Jubilard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Quel sentiment vous avez à l'énoncé du verdict? C'est une peine qui est sûrement lourde, c'est sûr, mais qui est à la hauteur de la gravité des faits, à la hauteur de quelqu'un qui n'a pas montré d'émotion, d'empathie à l'égard de la famille de Delphine, qui est à la hauteur de quelqu'un qui n'a pas répondu aux questions des enfants et de la famille, c'est-à-dire où est-ce que maman elle est enterrée. On a des enfants qui sont condamnés à vivre avec l'absence de leur maman, mais aussi à vivre avec l'absence d'un corps, c'est-à-dire que eux, après le procès d'octobre, il y a eu la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête des morts. La fête des morts, on va se recueillir sur une tombe et lui, il est en demande de ça. Et ça, c'est le père qui prive de tout ça. Et donc, j'ai envie de dire, oui, 30 ans, c'est lourd, mais qu'est-ce que c'est par rapport à la vie des enfants, la construction des enfants, l'évolution des enfants et tout ce qu'ils vont vivre sans leur mère. Cédric Jubilard, qui conteste toujours les faits, fait appel de sa condamnation et est donc toujours présumé innocent. C'était quelque chose à laquelle vous vous attendiez qu'il fasse appel? Oui, bien sûr qu'on s'attendait à l'appel, quelqu'un qui ne reconnaît pas les faits et qui est condamné pour avoir commis ces faits-là, forcément, on doit faire appel. Ça veut dire qu'on est innocent ou on ne l'est pas. Par contre, pour des enfants, pour Louis et Elia, c'est extrêmement compliqué. Louis, on l'a reçu après le procès et il nous a dit qu'il était content que ça s'arrête là. Et là, nous, on lui a dit, non, Louis, on est désolé, mais ça s'arrête pas là, ça va recommencer. En attendant, tu vas vivre ta vie, mais papa, il est pas content de la décision. Donc, il a relevé appel, ça fait partie de ses droits, mais du coup, on va en reparler à un moment donné. Et ça, c'est dur. Parce que, en fait, on en a beaucoup parlé. En plus, ce dossier, il est particulier. Et on se dit, enfin, on va vivre une vie normale. Et puis non, en fait. Non. Voilà, ils vont revivre cela, Louis et Elia. Aujourd'hui, on est quelques mois après le procès. Comment ils vivent, Louis et Elia? Elia continue à avancer. Elle fait sa danse, elle travaille bien à l'école. Elle a son oncle et sa tante qui sont pour elle sa mère et son père, en fait. Elle a pas de colère contre son papa. Je crois que elle comprend pas tout. On n'est pas là pour lui mettre trop de choses dans sa tête. Elle a que 6 ans. Il faut qu'elle continue à grandir comme cela. Elle exprime rien de négatif à l'égard de son papa. Tandis que Louis, le temps passe et plus il est en colère. Il est en colère parce que, donc, il a été condamné. C'est un soulagement pour lui, mais il est en colère parce que papa, il n'a pas dit la vérité. Donc, on va voir comment ça évolue, mais il y a beaucoup de colère chez Louis.
Et aujourd'hui, vous savez à quelle échéance aura lieu ce procès en appel ? On m'a parlé de janvier 2027 parce que les délais sont longs, parce qu'il y a d'autres procès aussi. Ça va permettre aux enfants aussi d'avancer tranquillement dans leur vie. Ce qui était important pour l'oncle et la tante, c'est que ça se passe pas en rentrée scolaire, parce qu'ils ont vécu la rentrée scolaire avec le procès Jubilard. Je crois qu'il faut mesurer que c'est difficile dans ce contexte-là d'avoir des nouveaux camarades, d'avancer dans une nouvelle scolarité. Donc ça, c'était très compliqué pour les enfants. Donc si c'est pas à la rentrée scolaire, c'était la demande de l'oncle et la tante, ça sera toujours mieux pour les enfants. Ensuite, Louis va grandir, donc on verra ce qu'il souhaite à ce moment-là. S'il souhaite être entendu, nous on a dit qu'on ne ferait pas barrage, parce que c'est important pour lui et qu'il a été frustré. Je le dis honnêtement, Louis a été frustré de ne pas être là au procès. Il a été content qu'on puisse lire sa lettre. Quelle place cette affaire occupe dans votre quotidien ? C'est quelque chose que vous vivez encore ? Ce procès a eu encore de l'importance dans ma vie professionnelle, puisqu'on a eu l'échéance où la cour d'assises a rendu sa décision et le retrait de l'autorité parentale a été prononcé. C'était une demande qu'on formulait. Parce que c'est logique, en fait, lorsqu'un père est condamné pour avoir tué une mère, il ne faut pas qu'il puisse participer à des décisions, et j'ai envie de dire participer à la vie des enfants. Sauf si les enfants le souhaitent à un moment donné, bien sûr que la porte est toujours ouverte. Ensuite, il y a d'autres affaires, il y a d'autres vies. Il y a le quotidien professionnel, et puis il y a la vie avec les enfants, la famille. Et progressivement, on se remet au quotidien, j'ai envie de dire. C'était quand même 4 semaines intenses, ce procès. Vous avez réussi à justement sortir de tout ça indemne ? C'est difficile à dire, indemne. Je pense qu'on apprend toujours que c'est un procès qui était médiatiquement important. Après, moi, je suis contente d'avoir pu porter la parole des enfants, et donc moi je dis que j'ai fait mon travail, donc j'en suis pas frustrée. Maintenant je continue d'autres affaires qui sont aussi importantes. Il faut pas les oublier les autres, et là ça reprend, la vie reprend son cours. Voilà. Et plus globalement, quelle place elle occupe cette affaire dans votre carrière d'avocate ? C'est même mon procès le plus important. J'ai plaidé d'autres dossiers de féminicide, d'autres dossiers où c'est maman qui a tué papa parce qu'elle était victime de violences conjugales, c'est papa qui a tué maman, où les enfants n'étaient pas très loin, où ils ont entendu des choses qui sont lourdes. Mais ce dossier, il est particulier parce qu'on n'a pas retrouvé le corps. Voilà. Ce dossier, il est particulier parce qu'il y a eu un engouement médiatique inédit. Pendant 4 ans et demi, je tiens à le dire, on a respecté le secret de l'instruction. Et après, je le dis, ça m'a semblé important de rééquilibrer les choses. Pendant des années, Cédric Jubilard a clamé, par le biais de ses avocats, son innocence et a raconté beaucoup de choses qui ne correspondaient pas forcément au dossier. Donc il fallait rétablir les choses, il fallait qu'on parle et qu'on dise les choses du côté de ce qu'avaient vécu les enfants. Et globalement, vous partez de ce procès en vous disant que la justice a entendu les enfants ? Moi, je pense que la justice a entendu à plusieurs reprises Louis, et qu'il y a, par le biais de ma bouche et par le biais de la parole de Madame Henri Verdun, elle a été suffisamment entendue. Voilà, donc nous, on a travaillé pour qu'il y ait une vérité judiciaire, parce que c'est important pour des enfants, un statut de victime, c'est qu'il y ait une réponse. Cédric Jubilard indiquait qu'il n'avait rien fait, on a des juges qui, à un moment donné, ont tranché, et ça, c'est une base pour une construction, une base pour avancer, et c'était ça qui était important, c'est-à-dire qu'on ait quelque chose à la fin pour pouvoir répondre aux questions des enfants. Vous venez d'écouter Les Voix du crime avec maître Malika Chmani, l'avocate des enfants Jubilard. Un grand merci à Maïwenn Le Corollaire Richard pour la préparation et la prise de son. Merci aussi aux équipes techniques de RTL pour la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode des Voix du crime et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. À très bientôt.